Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la géométrie sacrée. Nous allons avancer pas à pas pour tenter de comprendre les anciens mathématiciens et les anciens bâtisseurs. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, les Grecs représentaient les proportions des rapports musicaux à l'aide de fractions de nombres entiers. Dans ce chapitre, nous verrons uniquement les fractions de type 1 sur x, puis dans le chapitre suivant, nous aborderons les fractions de type x sur y. Suivez bien, c'est très important pour la suite. Comme en témoigne le fameux papyrus Rhind, ci-contre, qui aurait plus de 4000 ans, les Égyptiens, comme les Grecs, n'écrivaient pas les nombres avec une virgule, mais décomposaient tout en fractions. Et ils s'en sortaient admirablement bien, et ce dans toutes les opérations, addition, soustraction, multiplication, division. Nous en avons déjà parlé un peu dans le chapitre 2, avec le calcul binaire égyptien. Voici un exemple simple de calcul qui se trouve sur ce papyrus, et je vous invite à tenter de réaliser l'exercice. 2 tiers plus 1 quinzième plus x égale 1, que vaut x? Il suffit de tout ramener sur 15, puis de tout faire passer à droite, et l'on obtient 4 quinzièmes, mais ils allaient encore plus loin pour ne garder que des fractions de type 1 sur x. Quelle serait la réponse à votre avis? 3 quinzièmes peut se réduire à 1 cinquième, donc leur solution était 1 cinquième plus 1 quinzième. Autre exemple, 2 tiers plus 1 dixième, le tout fois x égale 10. Que vaut x à votre avis? D'après nos méthodes actuelles, cela nous amènerait vers une réponse du type 300 sur 23, mais cela ne nous parle pas, donc on dirait 13,0434. Les Égyptiens écrivaient 13 plus un 23e, tout simplement. Encore un exemple assez impressionnant qui serait trop long à détailler, mais vous pouvez faire pause et chercher à le réaliser. X plus 2 tiers de x plus 1 demi de x plus 1 septième de x égale 33. Que vaut x? On obtient 1386 sur 97 que l'on peut décomposer comme ceci. 14 unités plus 28 sur 87. Mais comme on a vu leur attrait, à une certaine époque en tout cas, de tout ramener à des fractions de type 1 sur x, après les unités, cela donnait quoi à votre avis? Réponse hallucinante dans ce papyrus, et je vous mets au défi de le trouver par vous-même. X égale 14 plus 1 quart plus 1 56e plus 1 sur 87 plus 1 sur 194 plus 1 sur 388 plus 1 sur 679 plus 1 sur 776. Il n'était quand même pas mauvais en algèbre, mais l'on ne sait pas si ce papyrus a servi à des érudits, des spécialistes ou de simples écoliers. C'est le seul écrit égyptien de mathématiques qui a été retrouvé, et il est très intéressant. Nous en reparlerons dans d'autres chapitres. Dernier exemple algébrique, pour que vous compreniez le genre d'exercice qu'il pouvait réaliser, c'est le problème R64 de ce papyrus. Vous êtes prêts? Divisez 10 lots de blé, donc 10 unités, en 10 parties pour qu'il y ait entre chaque part une progression arithmétique de 1/8 de lot. C'est-à-dire 1/8 en plus, du plus petit vers le plus grand, à chaque fois. Essayez, sur une feuille, sans calculatrice, en ramenant la réponse finale uniquement en fractions de type 1 sur x, mais binaire uniquement, donc 1 demi, 1 quart, 1 huitième et 1 16e. Juste pour bien comprendre que les anciens avaient un peu de cervelle. Il convient d'abord de trouver la moyenne arithmétique entre les lots, qui vaut bien sûr une unité. Ensuite, il faut définir les portions les plus proches de 1 pour qu'il y ait une différence de 1 huitième entre les deux. 1 plus 1 16e et 1 moins 1 16e. On obtient comme plus grand lot 1 plus 4 huitièmes plus 1 16e et comme plus petit lot 1 moins 4 huitièmes moins 1 16e. À ramener en fraction binaire, 4 huitièmes égale 1 demi. Et voici les résultats. Il fallait quand même une tête en calcul pour trouver la répartition sous cette forme, du plus grand au plus petit.
Et ensuite, comprendre qu'il fallait simplement préparer 5 lots, 5 demi-lots, 5 quarts de lot, 5 huitièmes de lot, et enfin 10 seizièmes de lot. Les Sumériens, de leur côté, avec leur numérotation en base 60, avaient déjà calculé la racine carrée de 2 plus ou moins de la même manière. 1 plus 24 soixantièmes, plus 51 sur 60 au carré, plus 10 sur 60 au cube, et ainsi de suite. On constate plutôt la recherche de tout ramener à une puissance de 60. Et 60 au cube vaut quand même 216 000. Si l'on ramène tout sur le même dénominateur, on obtient 305 470 sur 216 000 égale 1,41421296, qui est vraiment très proche de la réalité puisque racine de 2 vaut 1,4142135623. Mais sur cette tablette d'argile qui a tout de même presque 4000 ans, il reste 42 sur 60 exposant 4, plus 25 sur 60 exposant 5, plus 35 sur 60 exposant 6. On parle tout de même d'une base de 46 milliards et 656 millions. Et une simple calculatrice ne permet pas de vérifier ces chiffres. C'est bon, vous êtes convaincus comme moi que les anciens mathématiciens n'étaient pas si mauvais. Encore un peu de géométrie maintenant. Une portion de droite était donc toujours ramenée à l'unité de départ. En effet, les anciens parlaient plus facilement du demi d'une droite plutôt que de 0,5. Un tiers plutôt que 0,33333 et ainsi de suite. Graphiquement, nous avons déjà vu plusieurs fois qu'il était facile de diviser une droite en deux parties, donc un demi, un quart, un huitième, un seizième puis un trente-neuvième, sont faciles à trouver. Mais qu'en est-il des autres rapports? Je vais vous apprendre la méthode. Elle est rapide, simple et efficace pour diviser une droite en 3, puis en 5, puis en 7, et même en 6, en 8, en 10, et bien plus encore. Grâce au rectangle de 1 sur 2, et donc grâce à la racine carrée de 5, vue au chapitre 12. Mais de rapport 1 demi, donc les côtés valent 1 demi, 1, racine de 5 sur 2, l'unité de départ est à diviser en deux au niveau du côté supérieur, puis sur les verticales passant par les extrémités, il suffit de rabattre 1 demi de part et d'autre. Ensuite, on peut diviser la droite verticale de gauche en deux. On obtient un quart de l'unité de départ. En reliant le quart de gauche au demi de droite, on coupe la diagonale du grand rectangle en son tiers. Étonnant mais logique. On a deux triangles semblables, dont l'un vaut le double de l'autre, donc les obliques y sont coupés au tiers de leur longueur, et dans le dessin de droite, en reportant une verticale sur l'unité de départ, on coupe la droite en un tiers plus deux tiers. Et si l'on continue, suivant que l'on rejoigne le centre ou le sommet des demi-droites verticales, on la divise depuis la droite en un quart, un sixième, un huitième, puis un dixième, et depuis la gauche en un tiers, un cinquième, un septième, puis un neuvième. Le fait de séparer les nombres pairs et impairs est un exemple pour ne pas surcharger le dessin, mais en réalisant ce schéma, relativement simple quelque part, que ce soit sur le terrain, pour une construction, ou sur un papyrus ou une grande feuille, pour un dessin ou un plan, vous avez à disposition toutes les proportions de l'unité de départ. Encore un peu de géométrie? Nous avons vu au chapitre 13 sur la racine des nombres qu'il était possible de trouver rapidement, grâce à un cercle, la racine de n'importe quel nombre. Maintenant, voici la méthode graphique pour trouver 1 sur x, pour autant que x ne soit pas trop élevé. C'est un bel avantage sur l'arithmétique, puisque cela fonctionne, même avec des nombres irrationnels, des racines, phi, pi et bien d'autres. Il faut d'abord tracer deux droites verticales, parfaitement parallèles et perpendiculaires à l'unité de départ. Sans équerre, il suffit de reporter des cercles, depuis les intersections des trois premiers cercles. Nous y reviendrons au chapitre 37, sur la fleur de vie, puis de relier les intersections supérieures avec les intersections inférieures pour obtenir deux verticales parallèles entre elles. Vous ramenez n'importe quelle valeur x entre 0,5 et 2, sinon ce n'est pas assez précis. Depuis la verticale de gauche vers l'extrémité B, puis vous relevez A sur la verticale de droite en passant par C, l'intersection entre XB et le cercle, et vous obtenez 1 sur X. C'est pareil avec 1, avec Y, mais aussi avec 2 ou racine de 2 et ainsi de suite.
Revenons à l'arithmétique égyptienne. Nous avons tenté de suivre leur raisonnement et de retranscrire des valeurs rapprochées des racines, des nombres de 2 à 10, et qui ne sont pas des carrés. Et je dois reconnaître que ce n'est pas si compliqué que cela en avait l'air au départ, même s'il faut reconnaître qu'en géométrie, c'est encore plus simple. Cela nous a permis de découvrir ces particularités mathématiques par rapport à certaines fractions de type 1 sur x, avec un neuvième par exemple, avec un onzième et 1 sur 99, mais aussi avec un septième, où l'on retrouve toujours la séquence 1, 4, 2, 8, 5, 7, qui se répète mais en démarrant d'un chiffre différent. Et c'est la même série avec un 14e, mais aussi un 35e. Et ce sont les deux seuls multiples de 7, sans doute parce qu'ils divisent 70. Pour les anciens Égyptiens, certaines fractions représentaient aussi les 5 sens, et même le 6e sens, qui était pour eux l'intuition ou tout simplement la pensée. Des hiéroglyphes existaient pour désigner ces fractions, notamment pour des mesures de céréales, mais un demi représentait aussi l'odorat, un quart, la vue, un huitième, la pensée, un 16e, l'ouïe, un 32e, le goût, et un 64e, le toucher. Si on les assemble, cela forme un ensemble bien connu, l'œil d'Horus. L'ordre des vidéos est important pour bien comprendre toutes les notions de mathématiques présentées. Dessinez un maximum pour mettre en pratique votre savoir-faire. Bon visionnage et bonne recherche graphique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne Sacrée Géométrie. N'hésitez pas à partager, liker ou laisser un commentaire.